Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Donc ce matin, on va parler recrutement, hein. On a vu Simon qui vient de nous parler du recrutement sans CV. Et là, je reçois Laure qui va nous expliquer comment mieux attirer, évaluer et engager les candidats dans le processus de recrutement. Bonjour Laure. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là. Et effectivement, oui, je vais tenter de répondre à cette question. Tout à fait. Alors Laure, je te laisse te représenter. Tu travailles chez CCLD, qui est un cabinet de recrutement notamment. Oui, tout à Et pas fait. que. Tout à fait. Donc, je suis directrice marketing et communication de la structure. Donc, CCLD existe depuis une petite vingtaine d'années. On est une centaine de collaborateurs et on intervient effectivement en tant que cabinet de recrutement sous le nom CCLD pour les fonctions commerciales dans l'industrie, la compta finance, les fonctions support, le digital et la franchise. Et on a aussi d'autres entités que sont CCLD Media RH, qui est une agence de communication RH, Media RH, et Act for Skills, qui est spécialiste de la partie conseil et parcours de formation, donc du développement des compétences. Du coup, on répond effectivement à la question mieux attirer, mieux évaluer et mieux engager les talents grâce à ces trois activités. Ça marche. Alors, ce matin, on va revenir notamment sur des enquêtes qui ont été menées par CCLD Tout à fait. pour en tirer un certain nombre de conclusions et puis pour éventuellement faire des projections et donner de bons conseils à nos amis recruteurs. Est-ce que tu peux simplement revenir sur ces études, pourquoi, comment et à quelle période elles ont été menées? Oui, donc on a réalisé effectivement 4 études, 4 baromètres sous format magazine auprès de la population candidat. La toute première était en avril 2020, donc juste un mois au niveau du confinement qu'on a tous connu. On s'est intéressé effectivement à la population de nos candidats qui étaient dans notre base pour mieux comprendre ce qui leur passait par la tête, leur perception finalement de cette période Covid. Et on a mené en fait 3 autres études, 6 mois, par 6 mois, par période de 6 mois, jusqu'à la dernière qui a été faite donc fin novembre 2021. Et en fait, on a pu mesurer sur ces 2 années passées finalement l'impact que la crise sanitaire a pu avoir sur les talents, mais pas que, savoir aussi où ils sont positionnés, comment ils se sentent sur le marché de l'emploi et leurs attentes vis-à-vis des entreprises. Et on avait fait aussi une petite subtilité sur l'édition du printemps, où on avait interviewé également des RH pour aussi porter en fait finalement un regard croisé sur voilà, concrètement comprendre où en sont les talents aujourd'hui, demain, dans quelle perspective et comment en fait on peut répondre aux enjeux RH mais aussi du management avec finalement leur regard en tant que candidat. Donc c'est Alors, 4 études qui sont conséquentes et on a fait donc les 2 dernières sous format magazine. est-ce que tu peux peut-être nous repartager le lien de la dernière étude? Oui, tout à fait. Comme ça, vous l'avez tous, toutes et tous, hein, si vous voulez la télécharger. Hop là, je le fais tout de suite. Donc je le mets dans le chat tout de suite. Donc ça, c'est notre dernière étude de cet automne-hiver, en fait, qui court jusqu'à la version du printemps 2022. Et en fait, on est allé interroger donc un peu plus de 1000 candidats sur vraiment toutes les notions qu'on va aborder voilà, dans cette partie, dans ce webinaire ensemble avec Christophe, pour vraiment voilà, comprendre qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui peut permettre de faciliter l'évaluation et donc le recrutement, et qu'ils passent le cap finalement de dire oui à une entreprise, et surtout quels sont leurs facteurs de motivation et d'engagement, parce que ça a aussi un rôle très important, puisqu'on le sait, il y a des dernières études qui ont été montrées là récemment, où en gros, on considère que 90% des salariés se sentent désengagés. Donc il y a un vrai sujet, donc on est allé chercher qu'est-ce qui les engage pour aller contrecarrer et trouver des solutions. Alors pour la petite histoire, prochainement on fera une enquête hein, avec CCLD à horizon d'avril, je crois, Laure, si je me trompe pas. Avril, mai, ouais, juste après les élections présidentielles. On fera une enquête commune avec CCLD pour poursuivre en fait ce dispositif d'enquête qui est mené depuis plusieurs mois. Donc quatre enseignements qui découlent de ces enquêtes. Le premier enseignement, on va y venir, Oui. c'est, tu as mis paradoxal, besoin de rien, envie de tout. Oh oui, voilà, je me suis fait Explique-toi alors. c'est ça, je me suis fait un peu plaisir en paraphrasant une chanson très célèbre. Paradoxe, pourquoi? Puisque dans nos 4 études, il y a un chiffre qui ne change pas, c'est le fait que malgré qu'ils soient en poste, 8 candidats sur 10 déclarent avoir envie de changer d'emploi. On aurait pu penser, notamment sur ces derniers mois, que ce chiffre allait évoluer, mais pas du tout. Il est resté stable. C'est quand même 80% des candidats
qu'ils soient donc principalement en poste, qui ont envie de changer d'emploi. Et c'est plutôt un paradoxe, et c'est pour ça que je notais besoin de rien, envie de tout, parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que depuis 2 ans, le volume de candidatures sur les annonces a été divisé par 2. Et également, ce qu'on remarque, c'est que le nombre d'offres d'emploi n'a jamais été aussi élevé que jusqu'à maintenant. Donc, c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a une envie de changement, il y a une manifestation de changement, on a envie de partir, mais pour autant, bah, voilà, de l'autre côté, côté RH, bah, on a moins de candidatures, on a moins de réponses à l'annonce, et aussi on a un nombre d'offres d'emploi qui est considérable. Donc, c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire que, en gros, j'ai besoin de changer, voilà, mais je n'y vais pas pour l'instant. Donc ça, c'est le premier paradoxe. C'est vraiment un enseignement qui est majeur. Le deuxième, du coup, vous voyez les photos très inspirantes, sur la notion de changement d'air. En fait, on est allé aussi questionner les candidats et les talents sur pourquoi avoir envie de changer. Et ce qu'on observe, et donc c'est pour ça que je fais le lien avec le premier en disant le plus difficile, c'est de décider d'agir, c'est que les motivations au changement ont légèrement évolué, notamment entre le printemps 2021 et cette fin d'année, début d'année 2022. En effet, au printemps, les 3 raisons principales du changement étaient le manque de reconnaissance, le management et l'envie d'entreprendre. Là, sur le côté automne, on est plutôt sur le management qui passe en premier. Donc, ça révèle forcément une nécessité de changer ou d'adapter son management pour vraiment faire en sorte de garder ses talents en entreprise et éviter qu'ils partent ailleurs. La deuxième raison, c'est le manque de reconnaissance, donc ça revient toujours. Donc il y a vraiment ce lien fort sur la partie management. Et l'envie d'entreprendre a été un peu masquée ou est passée dans les derniers éléments, puisque la troisième raison qui est manifestée par les candidats pour le changement, c'est la gestion de la crise par leur entreprise. Vous me direz certainement, bon, c'est sans doute normal, voilà, on a quand même passé de nombreux mois voilà, en entreprise à essayer de gérer au mieux cette partie crise. Bah, de toute façon, ce classement reflète quand même grandement ce qui a été vécu pendant la crise, hein, puisque je rappelle quand même que au début de la crise, les managers ont été quand même largement critiqués par les collaborateurs. Et donc, je pense que le fait que ça arrive en top des motivations, enfin des critères qui font partir qui font quitter les jobs dans les entreprises, ça montre qu'il y a beaucoup de salariés qui sont déçus de leur management, qui sont peut-être déçus des nouveaux modes de travail qui ont été mis en place, etc. Et qu'on a de ce fait une perte d'engagement forte à ce niveau-là. Hein. Mais on est vraiment dans la cause à effet crise, Tout à fait. effet direct. Hein. Et pour autant, je pense que le côté management s'est vraiment remis aussi en question, puisque tous les managers voilà, qui sont autour de ce webinaire le savent certainement. Et pour autant, il y a des solutions. C'est-à-dire que c'est pas juste de se dire, voilà, on pointe du doigt le management, c'est aussi de les accompagner, et c'est ce que fait notamment Accor Skills chez nous, de les accompagner à s'adapter à ce changement, à être beaucoup plus en compréhension de ce qu'attendent aussi les collaborateurs, pour vraiment matcher. Et du coup, on y reviendra à la fin avec une astuce qui peut aider justement à contribuer, à faire en sorte que le management, montré du doigt, certes, puisse aussi se relever et être auprès des talents et que ça participe à l'engagement, exactement. Mais par contre, si je reprends le premier point, ça veut dire que pour autant, on a un certain nombre de collaborateurs qui remettent en cause le management, mais qui ne sont pas pour autant encore prêts à quitter l'entreprise. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une intention qui est dite clairement. Je veux changer l'entreprise pour 8 sur 10 d'entre eux, parce qu'il y a le management, parce qu'il y a le côté manque de reconnaissance. Mais pour autant, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas une réponse aux annonces qui soit conséquente, massive. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal. Donc voilà, on se sent pas très bien, on cherche le côté un peu sens, on se dit bah tiens, est-ce que c'est mieux ailleurs? Mais on n'y va pas forcément. Et du coup, pour y aller forcément, il y a aussi des solutions, ce qui fait le lien avec le troisième enseignement de ces 4 études, qui vient juste après. Est-ce que tu penses que c'est quand même lié au contexte économique, le fait que les candidats soient un peu plus frileux à... Alors, c'était surtout très marqué au printemps, c'est-à-dire que le côté, voilà, on n'y va pas parce qu'il y a une incertitude finalement sur ce qui va se passer dans les entreprises. Est-ce que parce que je vais changer d'entreprise, peut-être que l'entreprise va couler demain, ou peut-être que je vais connaître le licenciement. Et en fait, sur la fin d'année, c'était beaucoup moins marqué, pardon, que cette inquiétude du printemps. Ça a vraiment changé. Donc,
voilà, je pense au final que le côté voilà, incertitude, c'est un peu gommé, puisque même on a fait une analyse sur leur perception du marché du travail, sur la santé du marché du travail, qui est plutôt une évolution positive dans leur perspective. Donc, je pense plutôt que c'est une question de, entre guillemets, de matching. C'est-à-dire que Ouais. pour cela, en fait, il y a aussi un élément qui est très important, ce qu'ils disent, ce qui les ferait changer, ce qui les ferait dire oui, c'est de constater, de vivre, lors des entretiens notamment, qu'il y a une vraie adéquation entre leurs propres valeurs et celles de l'entreprise. Et je pense que c'est plutôt sur ce cap-là que ça peut permettre de créer le gap. Il y a plus ce sujet, moins ce sujet en tout cas d'incertitude, sauf pour certains secteurs d'activité. Donc c'est plutôt une question de, bah, en fait, je veux vraiment qu'on aille dans mon sens, en fait. Il y a peut-être un recentrage sur le moi, en fait, sur soi, sur sa capacité à se sentir bien dans une entreprise. Alors, il y a Emmanuel qui nous fait une remarque, bien évidemment, d'actualité, hein, qui nous dit, au final, on est encore loin de la grande démission en France. Oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire que là, il y a pareil, il y a eu un article très récent sur ce sujet où effectivement, bon, la grande démission, elle est marquée aux États-Unis, mais ça commence à arriver quand même en France. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on échange, que ce soit sur la partie recrutement ou même sur le côté Workforce Skills, qui vivent quand même voilà, des départs qui n'étaient pas forcément prévus, anticipés, voulus. Enfin, je ne dis pas que la grande démission est là maintenant, mais quand même, il y a quand même des indicateurs qui font penser qu'il faut être vigilant dans sa propre entreprise pour pouvoir engager les talents et prêter attention à eux, effectivement. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est pas très sectoriel en France? Sans doute, sans doute. Je ne Parce sais qu'on pas te répondre précisément, mais oui, c'est moins massif, ça c'est sûr. Ok, donc on en vient au point 3 sur effectivement bah, comment faire pour faire passer le cap à ces candidats et les faire adhérer aux offres d'emploi que propose l'entreprise. C'est ça. C'est voilà, c'est ce que cette slide symbolise, c'est make your choice, c'est vraiment faire votre choix. Qu'est-ce qui peut pousser finalement, après ce qu'on vient de se dire sur les 2 premiers enseignements des candidats, à aller cliquer sur le postuler, parce que c'est comme ça, c'est quand même ça qui nous intéresse principalement. Et ce qu'on observe, parce qu'on a aussi posé la question évidemment aux candidats dans ces 4 études, c'est qu'il y a vraiment un combo majeur en fait qui va faire que ça va permettre la décision de cliquer. C'est-à-dire, je vois l'annonce, j'y vais. C'est que beaucoup plus qu'avant, en fait, on a un combo de 3 éléments gagnants pour faire cliquer. C'est la marque employeur, c'est le côté qualité des annonces et c'est le côté marque commerciale. Et ce qui est d'autant plus difficile pour les entreprises, c'est que les candidats sur ces 2 dernières années passent aussi moins de temps à postuler. On était dans la première étude, on était où les candidats nous disaient bah, on passe entre 15-20 minutes à postuler. Là, c'est moins de 7 minutes. Donc, du coup, ce combo marque employeur, qualité des annonces et marque commerciale est déterminant. Et ce qu'on observe, c'est que vraiment ce sujet qualité des annonces est revenu vraiment en force. Ce qui peut favoriser le clic, c'est qu'effectivement, si l'annonce est suffisamment bien écrite, s'il y a une accroche qui parle directement au candidat, si l'entreprise se passe aussi dans une vision un peu marketing dans le sens persona, c'est-à-dire dans notre annonce, on va même jusqu'à se mettre à la place de la personne qui nous lit pour lui apporter les arguments, pour lui dire bah voilà, concrètement, ce projet, il est pour toi. Bah, ça fait vraiment la différence. Et c'est vrai que le sujet de la marque employeur en général est souvent perçu par les entreprises comme un projet très difficile, pas forcément très concret, il faut emmener les parties prenantes, mais pour autant, il y a plein d'astuces qui peuvent permettre vraiment de faire la différence et de manière simple. Et bien sûr, elles peuvent être accompagnées bah, notamment par CCLD Média RH chez nous sur cette partie marque employeur. Mais voilà, il y a vraiment des petites astuces qui font la différence et de se dire, bah, on a une marque employeur qui est concrète avec des éléments qui ressortent sur notre site carrière, sur notre annonce et avoir des qualités d'annonce qui soient suffisamment fortes. Ça fait la différence et ça pousse au clic. Et c'est aussi un enseignement très fort et encore plus fort sur ces 6 derniers mois. Quand tu parles là des classements marque employeur, etc., c'est identique pour toutes les catégories d'âge ou est-ce que Oui, il y a oui, des c'est ça différences? qui est assez étonnant. C'est valable aussi bien dans les typologies de métiers, que ce soit la partie industrielle pour laquelle on recrute et commerciale aussi, et dans la partie distribution, mais aussi sur tout niveau d'âge. En fait, on pourrait penser de manière un peu segmentante. On pourrait se dire, bah, finalement, ça parle vraiment qu'aux jeunes. Mais c'est pas le cas en fait. Enfin, au contraire, dans cette logique de changement sur des personnes qui sont en entreprise depuis plusieurs années, qui se disent bah tiens j'ai envie de changer parce que ça correspond plus vraiment à mon projet.
bah, elles y sont d'autant plus attentives en fait. Elles regardent en se disant en quoi cette entreprise pourrait correspondre à mon futur projet professionnel et qu'est-ce que je risque, enfin, qu'est-ce que je vais gagner à changer en fait. Et que ça apparaisse dès les premiers éléments de la rencontre sur Internet, sur le côté réseaux sociaux, bah, ça fait vraiment la différence. Ça Est-ce qu'il y a, permet vraiment d'embarquer. est-ce qu'il y a pas un risque là dans ce discours à dire effectivement là les gens vont se dire bon bah faut qu'on bosse la marque employeur, faut qu'on market un peu nos offres et au final bah, c'est du marketing quoi. Est-ce qu'on n'est Euh, pas en train de dire il faut vendre du rêve aux candidats? Oui, donc là-dessus, sur le côté marketing, c'est vrai que c'est la vision que la plupart des personnes peuvent avoir sur le côté, voilà, on fait de la com, on fait du marketing, donc on met un joli emballage cadeau, mais on est vraiment rentré dans une ère sur ces dernières années où le marketing a vraiment un sens sur la partie humanité. Enfin, ce que j'aime souvent à dire dans mon métier, c'est voilà, qu'il faut sans arrêt replacer le côté humain au cœur. C'est-à-dire que oui, il y a des techniques marketing pour se dire, bah voilà, on emploie tel terme plutôt que celui-ci, parce qu'on connaît bien notre cible et parce qu'on y va, ça c'est sûr, c'est des techniques. Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est vraiment être en capacité d'être dans le vrai, d'être dans la transparence. Si je donne un exemple concret, si une entreprise est finalement la solution de plusieurs fusions d'entreprises sur ces derniers mois, il faut pas oser, il faut pas ne pas oser dire, pardon, que l'entreprise voilà est en pleine transformation, qu'elle a connu, voilà, qu'il y a des chocs de culture qui se font et qu'il y a forcément voilà, un projet qui va être différent dans les mois à venir. Enfin, je pense que ce qui peut faire la différence, même si on utilise du marketing, c'est d'être dans le vrai, dans le côté vraiment humain, transparence. Et oui, c'est enjolivé sur le papier, mais en même temps, c'est des techniques qui permettent d'aller plus toucher le cœur des candidats et d'aller plus jouer sur le côté émotionnel, mais de manière voilà, transparente, claire, saine en fait. Alors une petite question à nos participants parce que on vous a pas fait travailler ce matin, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez des difficultés à recruter? Là, en début d'année, est-ce que c'est compliqué de recruter pour vos métiers? Vous pouvez répondre dans le chat directement. Et pendant ce temps-là, Laure, tu vas nous donner quelques tips supplémentaires pour vraiment mieux attirer et, je dirais, fidéliser les candidats. Oui, alors avant, il y avait un 4e enseignement, si tu à moins que tu veuilles que j'aille directement sur la partie solution. Ah oui, effectivement. Et je vois aussi, pardon, je vois dans le chat pour répondre sur le côté, pendant que les personnes répondent sur la partie, difficulté de recrutement à la question de Christophe. Je vois effectivement la notion de marque commerciale, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, concrètement, si par exemple on est dans un secteur d'activité qui peut paraître comme pas très sexy, voilà, sur l'industrie très lourde, par exemple sur le côté métallurgie, quand je disais que la marque commerciale était importante, c'est que la marque employeur est en priorité, c'est-à-dire ce qu'on met en avant sur le côté site carrière, mais pour autant la marque commerciale a aussi son rôle. Et quand je dis marque commerciale, c'est qu'il y a des cas, par exemple, d'entreprises qui n'ont pas de site internet ou même de réseaux sociaux ou de LinkedIn sur le parti marque commerciale. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans le parcours candidat, il va aller voir tous ces éléments-là. Alors, c'est pas souvent évident de monter son propre site internet, mais on peut au moins mettre des petites choses comme créer sa page LinkedIn d'entreprise pour vraiment faire en sorte que quand le candidat va chercher un peu plus d'infos sur la marque commerciale, il va trouver des choses qui vont lui parler. En fait, c'est ça que je voulais dire. Et effectivement, sur le côté marque employeur, c'est vraiment lié à l'ADN, c'est-à-dire que aucunement, même s'il y a un apport marketing, il ne faut déroger aux valeurs de l'entreprise, à sa façon de voir les choses, à comment c'est vécu par les collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. C'est forcément lié à l'ADN. Et donc, par rapport au 4e enseignement, donc, la petite subtilité de cette slide, c'est qu'il y a un D, entre parenthèses, désengagement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans nos 4 études, ce qu'on a observé, c'est que, par exemple, au printemps, 83% des collaborateurs se disaient engagés en entreprise. On est passé à la fin d'année à 70%. Donc, ce que ça signifie, c'est que concrètement, ce que je voulais hier, donc là je parle en tant que candidate, ce que je voulais hier n'est plus ce que je veux pour moi aujourd'hui. Il y a cette notion qui est très forte et de se dire, voilà, je me ressens sur moi, sur mes besoins, l'expression de ces besoins et pour voir si je suis en accord avec ce que je vis dans l'entreprise. Et de ce que je disais tout à l'heure, dans les éléments de motivation et d'engagement qui ont été relevés par notre étude,
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 ans, enfin au démarrage de la première étude, ce que les talents disaient, ce que les candidats disaient, c'est que la rémunération était, un facteur très éloigné de leurs préoccupations. Ce facteur rémunération, en termes d'engagement, est aujourd'hui passé numéro 2. Donc ce qui signifie aussi, qu'il y a, voilà, une remise en cause globale de, ma contribution dans l'entreprise et la manière dont elle est valorisée d'un point de vue économique. Mais il y a aussi 3 éléments en fait, d'engagement qui sont, majeurs, qui étaient beaucoup moins présents, il y a 2 ans au début de la crise. C'est la notion d'équilibre vie pro, vie perso. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise est en capacité de m'aider à préserver cet équilibre? Parce qu'on l'a vu, hein, sur ces derniers mois, il est hyper important entre le télétravail, les enfants à garder, et cetera. La deuxième chose, c'est le développement des compétences. Et puis les habitudes prises par les gens surtout. Exactement, voilà, il y a eu un effet, passé un temps, et il y en aura encore un petit peu, un effet de taverne, où c'est-à-dire que les gens avaient du mal, avaient pris goût au télétravail, avaient du mal à revenir en entreprise. Le deuxième élément, et non des moindres, c'est le développement des compétences. Donc c'est vraiment un facteur d'engagement qui est dit par les collaborateurs et les talents eux-mêmes, et ça passe par, des parcours de formation, très spécifiques, ça peut passer, par, la formation individuelle, mais aussi, en entreprise. Et le troisième élément, c'est le sens. Donc ça rejoint en fait tout ce on vient de se dire sur le côté, 4 enseignements. Il y a vraiment, voilà, des facteurs, d'engagement qui sont exprimés par les candidats, dont il faut le prendre en considération et trouver finalement des astuces ou des solutions qui peuvent permettre de jouer là-dessus. Et du coup, c'est la deuxième partie de notre échange, Christophe. Et tu peux rappeler le premier? Le premier, c'est l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et le salaire. Voilà, et en fait, le salaire est un élément de motivation au quotidien. Et les 3 facteurs que je viens de citer sur le côté équilibre vie pro, vie perso, développement des compétences et sens, ça, c'est lié aux facteurs d'engagement à moyen et long terme. Mais là, en termes de motivation, c'est le salaire. Oui, c'est ça, ce qui Alors, était plus le cas il y a 2 ans. ce qui est compliqué parce que on apprend quand même aux recruteurs aujourd'hui que, enfin, jusqu'à présent, on leur apprenait qu'un candidat motivé par le salaire n'était pas le meilleur candidat. Et là, aujourd'hui, on a une inversion totale. On se rend compte que finalement, aujourd'hui, les candidats sont quasiment motivés que par le salaire. Mais ce qui est aussi, je pense, lié au contexte. Il y a Mmh. beaucoup de gens qui ont eu de l'activité partielle avec des grosses chutes. Et tu as peut-être des gens aussi qui sont dans la prévention et qui se disent, bon, ben, si ça arrivait à nouveau, j'ai Mmh. peut-être intérêt aujourd'hui à vraiment sécuriser un salaire plus fort. C'est ça. Et il y a aussi un facteur pour répondre à ce que tu dis, Christophe, où on est allé poser la question finalement de la rémunération dans les annonces. Puisqu'on s'est souvent posé la question depuis de nombreuses années à se dire: «Est-ce que, dans les annonces, la rémunération est indispensable?» Et en fait, 80 des candidats nous disent que la rémunération doit être impérativement, indiquée dans les annonces. Donc oui, effectivement, c'est vraiment le critère de choix, et comme tu le dis, voilà, ça correspond, certainement à un vécu, des candidats sur ces derniers mois. Mais pour autant, c'est pas le seul facteur. C'est-à-dire ça doit apparaître en premier pour se dire, voilà, est-ce que c'est dans la plaque, pas dans la plaque, ce que j'attends? Mais après, je vais aller un petit peu plus loin à se dire, est-ce que finalement, l'entreprise propose une évolution, une mobilité, des parcours de formation, combien d'heures, à quel niveau? Est-ce que du coup, ce que l'entreprise, me dit, est-ce qu'elle, clairement, est-ce que c'est exprimé aussi en entretien, sa raison d'être, sa mission? Et il y a cette grosse logique RSE, hein, qui est revenue là sur ces derniers mois aussi de manière très forte. Donc c'est vraiment un combo, c'est-à-dire que le premier facteur qui attire l'œil sur une annonce, c'est la rémunération. Donc ça, c'est sûr qu'on peut se dire, bah, ça va peut-être attirer moins de candidats, mais si, en fait, ça va attirer les candidats qui ont envie de rejoindre l'entreprise. Et après, le deuxième niveau de lecture, c'est est-ce que ça correspond à mes moteurs d'engagement, que sont ce que je viens de dire, l'équilibre vie pro, vie Ouais. perso et le développement des compétences. Alors, on a quelques questions. Oui. Alors, tu as vu hein, tout à l'heure à la question sur les difficultés de recrutement, en grande majorité, oui, hein, des grosses difficultés de recrutement. Je voyais notamment dans le secteur IT. Bon, Mmh. le secteur IT, il y avait déjà des difficultés de Oui. recrutement avant la crise, hein, puisque c'est un secteur en forte expansion d'un point de vue économique. Donc, il y a une pénurie des talents hein, à ce niveau-là. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous répondez tous, oui, on a des problèmes de recrutement, à votre avis, ces problèmes viennent de quoi aujourd'hui? C'est quoi les blocages? Est-ce que vous pensez que c'est votre entreprise qui n'est pas suffisamment attractive? Est-ce que vous pensez que c'est votre processus de recrutement qui n'est pas adapté? Est-ce que vous êtes fataliste et vous allez me dire, bah non, c'est lié au contexte actuel?
Alors, est-ce qu'on va avoir autant de réponses? Il y a une question aussi qui nous dit: «Avez-vous analysé ces 3 éléments par segment de population?» Donc la réponse est oui. Alors historiquement, CCLD, cabinet de recrutement sur la partie fonction commerciale, on fait partie du groupe, Actual depuis mi-2020, maintenant. Donc on a créé de nouveaux segments de métiers, notamment sur la partie industrie. Donc du coup, dans l'étude, il y a une vraie notion de focus sur la partie fonction commerciale, donc sur leurs attentes pour les attirer, les évaluer et les engager, et aussi sur la partie, fonction industrie. Et bien sûr, mais je ne l'ai pas publié, il y a aussi, d'autres éléments sur la partie, digitale, fonction support, compta finance par exemple, qui sont des populations, qu'on traite, sur la partie recrutement. Alors, Adeline nous dit manque d'attractivité des postes proposés. Alors, effectivement, si vous recrutez sur des postes que vous-même vous n'estimez pas attractifs, bah, ça rejoint un peu ce que disait Laure tout à l'heure. Pour rendre un poste attractif, il y a tout un package à mettre en place parce qu'après, je vois manque de profil, filière de formation, salaire. Il y a la rémunération. Il y a effectivement dans le package peut-être la possibilité d'y intégrer des formations, Mmh. un plan de développement des candidats. Qu'est-ce qu'on nous dit? Facteurs de potentialité d'évolution future et d'employabilité future ne ressortent pas. Pourquoi? Du coup, par rapport à ce que tu disais, Christophe, parce que je vois aussi, sur le côté manque d'attractivité des postes proposés, Ouais. il y a peut-être des choses aussi, assez concrètes, à mettre en œuvre, que ce soit sur la partie annonce, mais aussi en entretien de recrutement. Et je le dis avec facilité puisqu'on a vécu, les choses sur la partie CCLD médias RH avec, quelques clients. C'est que souvent, il y a 2 éléments qui se produisent. Déjà, il y a une problématique d'alignement entre le côté RH et manager opérationnel. C'est-à-dire qu'on y reviendra juste après sur la partie astuce. C'est-à-dire qu'on a souvent du mal, sur la partie RH ou même manager, à se comprendre et même à passer même 20 minutes ensemble, à se briefer, à se dire: «Bah, voilà, moi, ce que j'attends, du talent, c'est ça. Voilà, voici ce que je peux proposer». Donc c'est vraiment ce 1er sujet. Et deuxième sujet, donc ce que je disais par rapport à des clients, on les a accompagnés là-dessus sur la partie média RH, c'est de finalement décrire de manière très concrète, les attributs de l'entreprise, les choses positives. Comme je le disais tout à l'heure, sur le développement des compétences, on peut marquer en fin d'annonce et du coup l'exprimer vraiment clairement en entretien, la notion de voilà, on facilite la mobilité interne, on crée des parcours de formation. Au bout de 6 mois, après un parcours d'intégration, voilà, vous avez développé vos compétences d'un point de vue technique, mais aussi comportemental. Enfin voilà, il y a aussi des choses qu'on peut exprimer et qu'on ne fait pas suffisamment en tant qu'entreprise, pour plusieurs raisons, parce que c'est aussi très français, parce qu'on a aussi du mal à exprimer, à valoriser le potentiel. Donc voilà, ça peut être aussi des astuces, mais on va y revenir juste après, des astuces qui peuvent vous aider. Mais vraiment, il y a ce côté alignement entre le besoin, les RH, les managers, pour être certain que bah voilà, on se comprenne bien et que ce qui va dérouler dans les entretiens ou dans les annonces soit en fonction du poste proposé. Alors, dans les commentaires, on a quand même, dans 90% des cas, la rémunération qui revient comme problématique. C'est-à-dire que là, ce que nous indiquent là, les RH qui nous suivent, c'est qu'effectivement, ils ont des postes à pourvoir, mais ils proposent des salaires assez bas. Mmh. Et ça se comprend aujourd'hui parce que je pense qu'une des problématiques du recrutement aujourd'hui en France, c'est que d'un côté, on a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des PGE, qui doivent les rembourser, qui doivent relancer leur activité et recruter. Donc en Mmh. même temps qu'un plan de remboursement, elles doivent recruter, donc, mais elles ne peuvent pas recruter à n'importe quel prix. Donc les entreprises ne sont pas forcément aujourd'hui en capacité de proposer des salaires supérieurs enfin, Tout à fait. Oui, oui, clairement. Enfin, il y a aussi il y a aussi une échelle de rémunération et des problématiques économiques, une bien sûr. problématique économique et une problématique de voilà, je pense que les entreprises font attention à ce qu'elles font. Ce qui est Euh, normal. bon, pour autant, je pense qu'il y a d'autres aspects possibles, hein. Nous-mêmes, hein, aujourd'hui, on recrute. Alors, on n'a pas de problématique à recruter. On recrute sur des dimensions communication, marketing, rédaction. Donc, forcément, dès qu'on met une annonce en ligne, on a 200 ou 300 CV, puisque sur ces fonctions-là, on n'a pas de pénurie. Mmh. Pour autant, on est aussi prudent d'un point de vue économique, donc on va proposer aux collaborateurs des formations en libre service, des temps pour apprendre, du télétravail, etc. Il y a aujourd'hui d'autres Tout à fait.
Je voyais tout à l'heure quelqu'un qui nous disait, est-ce qu'il faut obligatoirement proposer du télétravail pour être attractif? Moi, je dirais que là, j'ai fait passer une vingtaine d'entretiens là, sur les 15 derniers jours. Sur les 20 entretiens, c'est la première question qu'on va poser à chaque fois. Mmh. C'est systématique. Bah, après, ce qui est sûr, notamment, on en discutait avec les évangélistes, chez Indeed, qui sont vraiment voilà, spécialistes de cette partie offre d'emploi, qu'est-ce qu'on met en avant. Et eux, clairement, sur la notion de télétravail, ça fait partie maintenant des critères de recherche sur leur site. Après, de manière complètement voilà, décorrélée de tout ça, sur la notion de télétravail, pour le coup, ça peut faire partie des sujets à mettre en avant directement dans l'annonce. Après, voilà, toutes les entreprises ne peuvent pas assurer du télétravail à leurs salariés. Clairement, sur la partie industrielle, quand on est sur des machines-outils ou sur des lignes de production, c'est pas envisageable. Ouais. Voilà, donc après, je pense que l'annonce fait beaucoup et après, c'est ce qui se passe aussi en entretien. C'est-à-dire que, certes, voilà, les rémunérations peuvent être en deçà du marché ou même des attentes des talents, mais il y a d'autres éléments, comme tu le disais à juste titre, Christophe, notamment qui peuvent être défendus en entretien, qui peuvent donner plus de perspectives. N'oublions pas qu'en cause d'engagement, il y a la notion de sens, en fait. Si l'entreprise a un projet, une mission, une volonté de transformer, d'accompagner la mutation de la société, c'est en capacité d'exprimer d'un point de vue RH lors des entretiens, ça peut vraiment faire la différence aussi. C'est-à-dire que oui, la rémunération est importante, mais ça fait aussi partie d'un package. Et ce package-là, c'est ce qui va enclencher la décision du candidat. Mais il faut être en capacité encore d'en avoir conscience, de l'exprimer et voilà, et de se mettre aussi dans la place du candidat. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu. Donc on va essayer d'aborder ces solutions-là là tout de suite. T'es sur ton et donc? Voilà, c'est ça. Je suis sur mon et donc, parce que là, on s'est dit beaucoup de choses sur la partie, voilà, on va dire contextuelle, sociétale et où on en est au regard de nos 4 études. Maintenant, l'idée, c'est aussi de partager des astuces concrètes, des solutions, des pistes de solutions pour justement mieux attirer, évaluer et engager les talents et les collaborateurs. Donc la première, du coup, ça va certainement vous faire sourire, je fais un peu de teasing. On sait en fait que ce qui fait avancer le monde, il y a 2 solutions. C'est l'argent et le sexe. Le sexe, ça va vous faire sourire, mais c'est pas le sexe au sens littéral du terme, c'est le sexe comme un acronyme. Et du coup, là, je vais paraphraser l'un des fondateurs de CCAD, qui est Cyril Capel, qui utilise cet acronyme et que je reprends du coup pour vous aider. En fait, quand je dis, voilà, il y a l'argent et le sexe, dans cette notion de sexe, en fait, dans cet acronyme, il y a 3 lettres qui sont sécurité, équilibre, économie, confort, qui sont les facteurs rationnels, et les 2 dernières lettres qui sont considération et sentiment, qui sont les facteurs irrationnels. Et en fait, quand on dit qu'il y a vraiment le sexe qui fait avancer le monde, c'est principalement ces 2 derniers facteurs que sont considération et sentiment qui peuvent faire la différence pour attirer. Ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'il faut aussi oser jouer sur le côté émotionnel sans être larmoyant, évidemment. Sur le côté, voilà, en tant que candidat dans une annonce, on vous considère. Ça commence par une accroche, en fait. De se dire, voilà, et si vous rejoignez, notre entreprise, est-ce que votre vie changerait ou vous avez envie d'allier sens et performance, d'être au plus près de vos clients? C'est maintenant. En fait, il faut avoir cette capacité de pouvoir écrire une accroche qui prend en considération le lecteur. Comme dans un article journalistique, les premières lignes que vous lisez, le chapeau, si elles ne vous parlent pas, vous n'y allez pas. Donc en fait, c'est utiliser cette notion de considération déjà dans l'annonce. Et après, ça se passe aussi dans la notion de vente de job lors des entretiens. Être en capacité de ne pas se positionner en disant c'est nous les recruteurs et c'est vous les candidats, mais d'être plutôt dans une phase où on inverse en fait un peu le paradigme en disant bah voilà, on considère d'abord le candidat avant de considérer notre entreprise. Et ça passe par un pitch finalement lors de l'entretien et même de la vente de job qui va vraiment prendre en considération ce que peut penser le candidat, ce que peut vivre le candidat pour vraiment faire matcher. Et on parlait juste avant avec Assess First de la notion de recrutement sans CV. On est vraiment là-dedans, en fait. On va aller considérer et apporter de l'émotionnel, créer cette rencontre avec le potentiel du candidat, en changeant un peu de paradigme, en se mettant un petit peu en retrait et en pensant d'abord au candidat avant de penser à l'entreprise. Donc, il y a vraiment Laure, une question qui me vient. Est-ce que tu penses que le candidat cherche d'abord un job ou cherche un job dans une entreprise? Alors, plus qu'un job, le candidat, il cherche un projet, il cherche un environnement, il cherche un tout finalement. Quand on est par exemple en poste et qu'on commence à regarder le marché de l'emploi pour partir ailleurs, on va s'intéresser à un tout en se disant c'est pas juste un job.
Après, il y a une considération aussi très alimentaire. Voilà, il y a sans doute des candidats dans Alors, le lot qui veulent quand du c'est un santé. job, c'est pas sur la considération alimentaire. C'est, par exemple, j'ai envie d'être, je sais pas, commercial dans l'automobile, par exemple. Oui. Parce que j'aime bien les voitures, etc. Donc, est-ce qu'il y a des candidats qui vont simplement se dire, j'ai envie de faire ce job, ou j'ai envie de faire ce job chez Renault, par exemple? Bah, c'est là où on revient sur le troisième enseignement, qui était de se dire marque employeur et le côté marque commerciale. Il y a différents niveaux. Enfin, en fait, quand on parle de considération et de sentiment, c'est-à-dire qu'il y a certainement des candidats qui se disent, comme tu viens de le dire, voilà, je suis commercial, j'ai envie de travailler dans l'automobile, c'est super, mais il y en a aussi beaucoup qui doivent se dire, bah, j'ai telle ou telle marque qui m'intéresse et du coup, je vais aller les voir et me renseigner. Donc, c'est vraiment ce combo qui est hyper important pour les faire basculer. Mais pour autant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être forcément dans le clonage quand on est recruteur. C'est-à-dire qu'on a beau avoir en face des candidats qui postulent, qui ont par exemple l'expérience de l'automobile, bah, on le voit et on l'a vu sur un de nos clients récemment, c'est pas peut-être les potentiels qui seront les plus performants ou les plus engagés. Peut-être qu'il faut s'ouvrir aussi sur des parcours d'expérience dans d'autres sociétés, dans d'autres univers qui peuvent être aussi performants sur le côté commercial. Il y a vraiment cette notion de dimension comportementale dans laquelle on va venir juste après, qui joue aussi. Il y a Solène qui nous dit aujourd'hui, il y a également une impression que les rôles sont complètement inversés. Avant, le candidat devait se vendre et convaincre le recruteur que c'était la personne idéale. Ah Et oui. grosso modo, aujourd'hui, on est complètement dans l'inverse. C'est au recruteur de convaincre le candidat que l'entreprise est idéale pour lui. Est-ce, Bah, est-ce que tu crois que cette situation, alors je l'ai beaucoup entendu ça, hmm. est-ce que c'est contextuel? Est-ce que c'est, est-ce que ça va durer dans le temps? Moi, je dirais plus que le côté contextuel, je dirais que c'est sociétal en fait. On l'a vu sur les années 80-90 d'un point de vue bien de consommation en tant que consommateur. On savait tous voilà euh, que en gros voilà il y a le côté ménagère de moins de 50 ans etc qu'il fallait attirer. Donc ce mouvement en fait dans la consommation a déjà eu lieu. On arrive maintenant dans cette partie recrutement et je dirais que c'est vraiment sociétal. En fait, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que ça va perdurer, c'est qu'avec la crise notamment, il y a un recentrage sur qui on est vraiment, nos besoins, nos sentiments. Ça me fait souvent penser à la partie communication non violente, où en gros, bah, voilà, on se rend compte que pour pouvoir mieux communiquer et mieux se faire comprendre et finalement trouver le projet qui nous correspond, bah, il faut se recentrer sur nos besoins. Donc oui, ça s'est inversé et je pense que ça va perdurer, mais c'est aussi intéressant de penser un peu différemment en se disant c'est pas seulement maintenant le RH qui vend et le candidat qui se vend, c'est vraiment une rencontre en fait. Ce qui va faire la différence, c'est cette notion, on y revient, de considération sentiment. C'est cette capacité à se mettre d'égal à égal en psychologie basique, d'adulte à adulte en fait. C'est plutôt ça sur lequel il faut s'intéresser, plutôt que se dire, bah voilà, maintenant c'est le candidat qui dispose et moi je dois proposer. C'est voilà, chercher au maximum à créer cette rencontre qui crée de la réussite en étant à peu près au même niveau. On sait très bien que le candidat agit comme un consommateur, ça c'est certain. Depuis ce matin, là, je t'écoute et je me dis que finalement, c'est une belle opportunité pour les TPE et les PME parce que si j'écoute ton discours, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les candidats vont être plus attirés justement par le côté humain, discussion, est-ce qu'on va prendre en considération ma vie privée, etc. Ce que peut offrir une TPE et une PME, ce qui a beaucoup plus de mal aujourd'hui à offrir un grand groupe. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est une opportunité pour le côté PME. Pour le côté grand groupe, je ne partage pas forcément cette analyse en me disant qu'il y a quand même de grands groupes qui ont entamé une transformation déjà il y a plusieurs années sur leur raison d'être, sur ce qu'ils étaient en capacité de proposer. Et pareil, là, je parle d'un client qu'on a accompagné sous l'entité qui paraissait vraiment très importante, gros éléphant mammouth, en fait, qui n'avance pas. Ben, en fait, la réalité était tout autre. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie proximité, une vraie notion de partage entre les différents services, enfin, un vrai accompagnement. Et c'était plutôt leur difficulté de pouvoir transcrire ça, en fait. Il y avait des annonces, enfin, là, on est sur dans la partie attirée, des annonces qui étaient très, voilà, imposantes, mais qui parlaient pas. Et en fait, simplement en changeant des termes, en travaillant sur les accroches, bah, ça rend aussi le côté plus réel de ce qu'est la vie dans l'entreprise. Il y a certainement des grands groupes, oui, où c'est pas facile, où il y a beaucoup de silos, mais il y en a aussi beaucoup où il y a cette notion de vécu à l'intérieur qu'ils ont du mal à exprimer et qui peut faire aussi la différence. Donc c'est une opportunité pour les PME, certes, de structurer, de positionner les choses, mais aussi pour les grands groupes de passer véritablement dans la notion de concret. Oui, je Et parlais là de la capacité des grands groupes qui étaient tout à peut-être fait. moins
C'était plus compliqué peut-être pour un grand groupe d'être réactif à la situation. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais pour autant, voilà, il y a des choses qui bougent, des choses qui se transforment. Il y a des collaborateurs, même dans les grands groupes, qui ont envie de faire avancer les choses, voilà, qui partagent aussi avec des partenaires extérieurs. Enfin, je pense à Cécile des médias RH, mais aussi sur la partie côté recrutement. Voilà, et qui écoutent aussi et qui partagent pour évoluer. Donc, c'est possible. Le monde n'est pas foutu. Je suis d'accord avec Frédéric qui dit les perspectives offertes par les PME sont forcément plus limitées que celles des grands groupes. Il y a effectivement assez peu de mobilité interne, assez peu de plans de développement dans les TPE-PME. Enfin, assez peu. Il y en a moins que dans les grands groupes qui sont plus en capacité de le faire. Mais pour autant, le projet en PME, et je suis bien placée pour en parler, enfin, moi, sur mon parcours, sur mes 15 années d'expérience professionnelle, j'ai fait que de la PME. Et à chaque fois, enfin, voilà, je m'éclate. C'est le cas de CCLD, c'est une PME, on est 100 collaborateurs, mais pour autant, il y a plein de projets. Et ça aussi, ça fait partie de. Peut-être que le côté, effectivement, développement des compétences, etc., n'est pas assez fort ou structuré côté PME, mais en tout cas, il y a un projet, en fait. Il y a quelque chose dans lequel on peut contribuer, être acteur. Et Ouais. ça, c'est aussi à valoriser. On passe au côté, oui, effectivement, mieux évaluer. Donc là, il y a trois astuces, 40, donc je vais me dépêcher. Sur le côté évaluer et recruter, ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'alignement entre RH opérationnel, ça passe aussi par là. C'est-à-dire qu'on voit tous les jours sur l'ensemble des talents qu'on recrute sur la partie cabinet de recrutement CCLD. On a souvent du mal à identifier dans sa propre équipe, et je vais prendre l'exemple d'un manager commercial, à se dire, en fait, j'ai du mal à recruter, mais pour autant, j'ai des stars, entre guillemets, dans mon équipe. Et donc, l'astuce qu'on peut vous délivrer là, c'est de se poser un peu côté RH et opérationnel, donc managers commerciaux, par exemple, pour se dire, voilà, dans mon équipe, j'ai des performeurs qui ont telle ou telle compétence comportementale. Je donne un exemple vraiment fortuit, en disant, voilà, ils ont par exemple cette notion d'intelligence situationnelle, c'est-à-dire qu'ils savent pertinemment comment réagir face à une situation qui se complexifie avec un client et qui propose des solutions. Donc, du coup, on identifie cette compétence comportementale chez un ou plusieurs collaborateurs de son équipe. Et ce qu'on se dit, c'est que concrètement, c'est ce qui fait aujourd'hui que l'équipe marche. Donc, ce qu'on va aller chercher et ce qu'on va aller discuter avec la partie RH, c'est finalement quelles sont, moi, les compétences comportementales dans mon équipe que j'identifie. Et du coup, c'est ce qui va m'aider à bâtir mon profil de poste, mais aussi mon référentiel de compétences s'il n'existe pas déjà. Et vraiment aller se dire, en entretien, c'est ça que je vais aller chercher, en fait, en allant chercher des situations que le collaborateur, que le talent a vécu, dans sa capacité à le retranscrire, pour se dire, voilà, c'est un comportement observable qui correspond à une compétence comportementale qui fonctionne dans mon équipe. Et c'est une astuce qui peut paraître vraiment très concrète voilà, et pas forcément idéale, mais en fait, c'est juste la clé. En fait. Ça permet de savoir ce qu'on recherche vraiment pour faire matcher avec les candidats dont on a besoin dans notre équipe commerciale, par exemple. Sans pour autant créer des clones. Hein. Exactement, c'est ça. C'est toujours la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. C'est voilà, le clonage, c'est non, parce que voilà, ça crée pas forcément de la performance. C'est d'aller plutôt chercher des comportements observables et des compétences comportementales qui fonctionnent et qui peuvent être retranscrites. Par exemple, si n'importe quoi, c'est une commerciale sur la partie automobile, nous, on va aller chercher des compétences comportementales sur des expériences passées dans d'autres secteurs d'activité. Donc, en fait, on est anti-clonage en fonctionnant comme ça. On va aller chercher des profils un peu plus atypiques qui ont cette compétence comportementale, mais pas forcément un savoir-faire métier. Ça marche. Donc, je disais juste avant, et ça va surtout vous parler sur la partie pour les RH qui nous écoutent. Sur cette notion d'alignement, il y a une notion qui est assez claire, c'est l'alignement des planètes. Et pour ça, on peut vous aider, notamment Accent Skills, à co-construire votre référentiel de compétences par rapport au poste pour lequel vous recrutez. Ça passe par quoi? Ça passe par, bien évidemment, de se dire, voilà, on a toutes les parties prenantes autour de la table, que ce soit, je pense aux fonctions commerciales, donc DIRCO, RH, mais aussi la direction générale, pour se dire, voilà, c'est quoi les compétences comportementales qu'on a identifiées sur un métier pour lequel on recrute et comment on transcrit ça d'un point de vue exemple concret pour aller chercher, et du coup ça va être la slide d'après, je pense, pour aller chercher des compétences comportementales et savoir les évaluer par des questions situationnelles. J'avais donné un exemple à Christophe en préparant ce webinaire que je vais vous redonner. Quand on a identifié et co-construit en fait un référentiel de compétences, on sait ce qu'on va chercher, on sait ce qu'on cherche. Et du coup, ce qu'il consiste à faire, c'est maintenant transformer des questions qu'on va aller poser aux candidats pour aller observer des comportements qu'ils ont vécus.
On ne va pas aller se dire concrètement au candidat que feriez-vous si votre maison brûlait. On est dans la projection et on ne peut pas analyser un comportement observable. On va plutôt lui poser la question qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois que votre maison a brûlé? Ça doit vous faire sourire, mon exemple. Mais c'est pour vous signifier qu'on va aller chercher dans la méthode STAR, ni plus ni moins, situation, tâche, action, résultat, chez le candidat, un comportement, une compétence comportementale qu'il a déjà produit par le passé, qui peut être reproduite dans l'avenir. Et c'est comme ça, en fait, qu'on travaille la notion d'évaluation. Et c'est ce qu'on s'attache à faire d'un point de vue très concret sur l'ensemble des consultants chez CCLD. On a notre propre référentiel de compétences qui est respect. Et du coup, on va poser les questions situationnelles en entretien au candidat pour vraiment aller chercher de la compétence comportementale par du comportement observable. Et ça aussi, c'est une astuce qui a encore plus de sens, je trouve, aujourd'hui, sur la période qu'on a vécue et qu'on traverse. Autre élément, et je terminerai après par l'astuce pour mieux engager, sur la notion d'évaluation, il y a aussi, et du coup, Monster en a fait un article récemment sur l'entretien collectif, il y a la logique de l'assessment center. L'assessment center, ça peut paraître un gros mot et insurmontable, qu'on soit en PME ou même dans des grands groupes, mais ce qui permet en fait de réunir plusieurs candidats avec les opérationnels et les RH de l'entreprise pour aller chercher des mises en situation et des entretiens et vraiment une mise en perspective, pareil, des comportements observables, des expériences passées pour aller en tirer des compétences comportementales qui nous intéressent en tant qu'entreprise. Et du coup, ça rejoint aussi ce que disait Assess First, c'est voilà, le recrutement sans CV, c'est possible, c'est-à-dire qu'on réunit ensemble en salle ou même en digital, on le fait aussi, des talents pour aller vraiment les mettre en situation, aller repérer par des questions précises et des mises en situation qui sont en dehors de leur activité métier, leurs compétences comportementales. Et c'est pas innovant, c'est pas tout récent, c'est l'Assessment Center, c'est utilisé depuis de nombreuses années, mais dans le format notamment qu'on propose, c'est vraiment d'être en capacité d'aller chercher les comportements observables et les compétences comportementales. Et ça permet réellement de mieux évaluer, donc de recruter. Alors tu dis c'est pas nouveau, mais pour autant, ce qui est nouveau, c'est que l'approche soft skills Oui, est beaucoup plus forte depuis 24-36 mois, c'est ça. qui, j'allais dire, ce qui oblige quasiment les entreprises à mettre en place des assessment centers, parce que sans ces assessments, il est quand même assez compliqué d'identifier les potentiels des candidats. C'est ça. Un entretien individuel RH, parfois, ne suffit pas à aller chercher, tu as vécu telle expérience en tant que candidat, quelle action tu as menée, quel résultat en as-tu tiré. C'est vrai que dans une mise en situation où, par exemple, on met des commerciaux sur un poste automobile et on leur fait mettre des mises en situation dans la cosmétique ou sur un secteur d'activité qui n'a rien à voir, ça permet de faire ressortir le meilleur, en fait, le potentiel qu'ils ont en eux et vraiment des compétences comportementales. Et c'est vrai que c'est complètement en lien avec ce que tu dis, avec le décollage des soft skills depuis ces 36 mois, clairement. Pour terminer, sur la dernière astuce, sur le côté de mieux engager, on se l'est dit plusieurs fois tout à l'heure sur les raisons de l'engagement, il y a quelque chose aussi qu'on aime bien faire côté CCLD et Hack4Skills, c'est permettre la rencontre quand le collaborateur est intégré entre les besoins et l'expression des besoins, les moteurs du manager et ceux du collaborateur. En fait, vous connaissez sûrement cet outil, c'est le DISC et les moteurs de Spranger. En fait, ça va aller chercher comment on fait les choses et pourquoi on fait les choses. Et ce qu'on aime faire, c'est faire passer donc un questionnaire DISC et moteur de Spranger à la fois au manager qui a recruté le talent, mais aussi au candidat pour qu'on puisse finalement faire en sorte que le management et le côté manque de reconnaissance n'existe plus et qu'il y a un vrai engagement. C'est-à-dire c'est comprendre c'est quoi les moteurs, c'est quoi les couleurs, en gros, quel est le langage de chacun pour leur permettre de mieux communiquer, mieux interagir et surtout mieux se connaître. Et ça facilite grandement les relations et surtout le côté engagement dans la durée des collaborateurs. Et en termes de onboarding, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que le collaborateur, ça répond à ses attentes. On s'intéresse à moi, on s'intéresse à mes besoins et pour autant, on me présente en face mon manager ses propres besoins pour bien faire matcher le tout. Et c'est un système qu'on met en place après un recrutement où on propose effectivement un questionnaire DISC et moteur. C'est une option qu'on propose aux managers et aux candidats pour vraiment faciliter cette rencontre. Et ça joue dans la plupart des cas sur un facteur de motivation qui est clair, c'est mieux communiquer. Et donc du coup le management. Voilà. 3 minutes de retard.
Non, mais on est bien, on a fait le tour. Effectivement, la conclusion est bien. Effectivement, mieux engager en proposant des solutions qui permettent d'engager et de continuer la discussion suite aux différents entretiens avec le manager, parce que c'est ça l'enjeu, en fait, c'est de consolider tout de suite le lien entre le candidat qui vient d'arriver et son équipe. Exactement. Et je vois qu'il y a des commentaires qui disent, voilà, on espère avoir un replay, donc évidemment. Mais aussi, il y a une petite suite, et c'est la slide d'après, je fais un peu d'auto-promo. On a créé un concept qu'on appelle les ateliers collaboratifs chez CCLD. On l'a créé l'année dernière. Bon, là, qu'on a renommé les immanquables. En fait, c'est 6 ateliers qui sont vraiment en petits groupes dans lesquels vous pourrez vous inscrire. Du coup, Christophe a mis le pop-up juste au-dessus. Qui permettent d'approfondir ces sujets. En fait, on est 10, 12, donc RH, opérationnel, et bien sûr des animateurs, donc j'en fais partie, mais aussi chez Act for Skills et Média RH, où en fait, on vous fait interagir par rapport à une situation, une problématique, et co-construire ensemble les solutions, et vous apporter vraiment du contenu. J'en cite quelques-uns. Il y a le côté manager et réengager. On va l'animer avec Blandine Guégan chez nous. Et là, on va aller vraiment s'intéresser à ce que vous vivez, vous, en tant que manager, et aux astuces qu'on peut vous donner pour transformer, réengager et vraiment apporter des solutions. Et on va faire la même chose sur le dernier. Du coup, je bouclerai là-dessus avec le développer le pouvoir d'attraction. On se parlait de marque employeur tout à l'heure. Là, on interviendra donc auprès d'un petit groupe de 10 à 12 personnes avec Cyril Capel et Lucas qui représentent la partie média RH. On va vous aider finalement à concrètement développer le pouvoir d'attraction de votre entreprise dans vos annonces et dans vos pitchs. Donc voilà, c'est un super programme qui commence dès le 3 mars et jusqu'au 1er avril. Et vous avez le lien d'inscription juste au-dessus. Donc, on vous espère nombreux, mais en petit comité, bien sûr. Vous avez le bouton là qui s'affiche en haut, les ateliers CCLD, vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire directement. Mais écoute, merci Laure, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, Christophe, c'était top. Si vous voulez contacter Laure, vous pouvez la contacter directement sur LinkedIn. Et puis, je vais quand même vous mettre, si j'y arrive, hop. Et merci beaucoup pour toutes les interactions, vos commentaires. Alors, j'ai pas pu tout lire en même temps, mais du coup, voilà, n'hésitez pas effectivement à me contacter directement sur LinkedIn ou à ce qu'on se contacte via le site CCLD. Voilà, pour approfondir. Enfin, on est là pour ça, il n'y a aucun sujet et on le fera vraiment avec plaisir. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. Voilà, je vous mets le lien vers la page contact de CCLD là, que vous retrouvez dans le chat. Si vous êtes intéressé, on a un dernier webinaire ce matin où on va justement parler un peu des pratiques du recrutement, un peu à la sauce commerce électronique. Donc là, on est vraiment dans le marketing des offres avec un ATS qui s'appelle Softgarden. C'est à 11h. Merci Laure, bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.